Régine de Tombelle, deuxième apparition de la matinée pour cet entretien autour de votre statut de femme écrivain. Faut-il dire écrivaine ou écrivain? Alors, le faut-il, je ne sais pas. J'entendais Monsieur Cerchiglini, qui est, comment dire, notre grand maître de ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, et qui disait que écrivaine, ça se disait jusqu'au XVIIe siècle. Et puis, peu à peu, une certaine misogynie a fait qu'on ne pouvait plus exercer ce métier-là, jusqu'à ce que Jules Renard dise « Le féminin d'écrivain, c'est bas bleu ». Donc, voilà. Donc, écrivaine. Alors, moi, ça ne me plaît pas beaucoup, écrivaine. Moi, j'ai toujours dit, je suis écrivain. Voilà. Oui, et autrice, autrice, alors oui, tout le monde dit autrice, c'est horrible, mais autrice, ça se disait au Moyen-Âge. Christine de Pisan, c'était une autrice. Mais maintenant, quand on le récupère, ça sonne bizarre. Ça sonne sous-catégorie, ça sonne... voilà, Alain Finkielkraut dit, on dirait une craie qui crisse sur un tableau. Est-ce que ce n'est pas des propos misogynes? Point d'interrogation de sa part. Je ne sais pas. On n'y répondra pas. En tout cas, voilà. Donc, entretien autour du journal de la création de Nancy Houston, auquel vos propos dans Muse masculine, à paraître en janvier ou février prochain, semblent répondre. Alors, j'aimerais que notre entretien se déroule autour de 4 thèmes. Femme face à la création, psychisme de l'artiste, transfert dans l'œuvre, immortalité, cause ou effet de l'art. Femme face à la création. Voici ce qu'écrit Nancy Houston. Les hommes, à qui on ne dit pas que leur destin est essentiellement, voire exclusivement lié à leur corps, sa beauté, sa fécondité, peuvent s'adonner à cette activité d'abstraction, tout en menant une vie physique normale. Les femmes, apparemment, ne le peuvent pas. Pour rendre possible une vie de l'esprit, elles renoncent toujours, à un degré plus ou moins extrême, aux possibilités de leur corps. Première étape, renoncement à la maternité, confère Virginia Woolf, Simone de Beauvoir. Deuxième étape, renoncement à l'érotisme. Troisième étape, souvent franchie par les mystiques, renoncement à la nourriture, au sommeil, à tout confort matériel. Je cite encore Nancy Houston qui dit « L'histoire de l'humanité est l'histoire d'un très long processus de mainmise par les hommes sur la fécondité féminine. Les femmes ont été réduites à leur seule créativité irréductible, la maternité. » Alors aujourd'hui, elles récupèrent, dit Nancy Houston, leur capacité artistique en même temps que le contrôle de leur fécondité et de leur érotisme, mais rares quand même sont celles qui, avant la deuxième moitié du XXe siècle, auront réussi à reconnaître et à valoriser leur corps et leur esprit, et donc à mener une vie dans laquelle la sensualité jouit du droit de cité, tout comme le sens. En France, citons Germaine de Staël, qui est parvenue, George Sand, et puis Colette. Cela ne fait guère plus d'une femme par siècle. Qu'en pensez-vous, Régine de Tombelle? Avez-vous ce sentiment d'inégalité homme-femme face à la création? Et avez-vous le sentiment de sacrifier votre vie, en quelque sorte, à votre art? Est-ce une vie de renoncement que votre vie? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Au contraire, je m'épanouis. Je crois que je ne pourrais pas être plus épanouie. Au contraire, moi, j'ai toujours dit ça a choisi. Ça a choisi pour moi. J'ai jamais eu le sentiment un jour, de façon très rationnelle, de dire voilà, alors tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais faire des enfants ou est-ce que je vais écrire des livres? Voyons. Alors, colonne de gauche, colonne de droite, pas du tout. Je crois que ça se pose jamais dans ces termes. En tout cas, par chance, pour des personnes de nos générations. Lorsque Nancy Houston parle ainsi, et c'est vraiment très fort, enfin c'est extrême hein, ce qu'elle dit, elle parle de personnes comme Jane Austen, par exemple. En ce temps-là, Jane Austen, elle n'avait même pas une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf. Elle écrivait au milieu des domestiques, au milieu des enfants, etc. Et elle cachait ses papiers dès qu'un domestique entrait dans la pièce ou dès que voilà. Et donc, la chambre à soi, c'est pas seulement un espace à soi, c'est un espace aussi dans sa tête, c'est un espace aussi dans le temps, c'est un espace spatial aussi, mais c'est surtout une liberté de. Alors là, vous parlez de personnes, dans ce que dit Nancy Houston, c'était autrefois.
disons autrefois. Seulement, on le sait grâce à Simone de Beauvoir, nous avons incorporé les interdits. Nous sommes capables maintenant, sans même qu'on nous dise quoi que ce soit, de nous bloquer, de nous emprisonner, etc. Et donc de ne pas créer. Alors, il faut que je vous dise quelque chose que je n'ai pas dit évidemment tout à l'heure parce que je parlais de bibliothérapie, mais depuis que j'ai arrêté la kinésithérapie, j'ai récupéré donc dans ma maison un studio qui fait 30 mètres carrés, qui était mon ancien cabinet de kiné, et que j'ai transformé en résidence d'écriture. Et depuis presque un an, dans ce lieu, je reçois des personnes qui veulent écrire, mais qui n'ont pas une chambre à soi. Alors une chambre à soi, ce n'est pas seulement dans leur maison que ces personnes n'ont pas un espace pour créer, c'est surtout dans leur tête. C'est surtout qu'autour de ces personnes, il y a une famille, où il y a un milieu professionnel qui est dans la réprobation. Oh oui, mais toi, de toute façon, tu es toujours dans ta tête. Toi, à quoi ça sert de créer? Tu ne trouveras pas d'éditeur. Ou à quoi ça sert, tu chantes faux. Ou à quoi ça sert, tu n'as jamais appris à dessiner, etc. Et il y a une espèce de pauvreté pour les êtres qui voudraient créer. Et nous devons créer. Si vous vous levez le matin, c'est parce que nous sommes créatifs et inventifs. On doit inventer, réinventer sa vie chaque matin. Seulement, il y a des moments où il n'y a pas de nutriments, il n'y a rien pour le faire. Et moi, c'est ce que j'apporte à ces personnes. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes, surtout, je dirais, surtout des femmes, mais il y a quand même quelques hommes. Et c'est toujours ça. Ils sont dans un cadre étriqué dans lequel créer, c'est soit pour les fous, soit pour les névrosés, soit pour les retraités, soit... voilà. C'est quelque chose qu'on fait, mais c'est pas naturel, c'est bizarre. Elle est bizarre, ma fille. Elle est bizarre, ma femme. Il est bizarre, mon mec. Voilà. Et ça, c'est cette pauvreté-là que dont Nancy Houston parle, mais dont elle parle de manière historique. Voilà. Mais il n'y a pas que du sexisme, il n'y a pas que ça. Il y a un rapport à la créativité aujourd'hui qui est créer, c'est pour les fous. Ou quelqu'un qui écrit des poèmes, oui, écoute ma chérie, quand tu iras mieux, tu verras. Tu pourras refaire des voyages, tu pourras, voilà, des choses saines, quoi. Mais enfin, écrire, quelle idée. Voilà. Alors, mais plus loin, et alors, non pas dans l'historique, mais dans le contemporain, Nancy Houston cite une de ses amies, auteure de nouvelles, qui disait « Je me suis entièrement consacrée à la maternité pendant 7 ans, avant de commencer à écrire. Car pour moi, ces deux fonctions, ces deux activités étaient foncièrement incompatibles. Une mère doit incarner face à son enfant la responsabilité, la solidité, le sens des réalités. Un écrivain est un peu à l'inverse, un enfant lui-même. Casse-cou, capricieux, rêveur, aventurier, il doit pouvoir perdre les pédales. Et une mère n'en a pas le droit. » Alors, que pensez-vous de cette déclaration ? Écoutez, il y a plein d'auteurs femmes qui ont montré qu'il n'y a pas d'incompatibilité du tout. Mais c'est cette histoire du on n'a pas le droit, où l'artiste est un grand enfant. Mais chacun de nous est un grand enfant. Heureusement. Tout humain. Voilà. Donc, vous voyez, et du coup, il y a une espèce de condescendance vers l'artiste. Moi, j'ai incorporé ces choses-là. Et il y a plein de fois où je m'excuse auprès des personnes bien cadrées, bien avec des horaires, avec des trucs. Je m'excuse. Vous savez, moi, j'ai pas trop bien compris un certain nombre de choses. Oui, mais t'as vu comment tu manges ? Ben ouais, c'est vrai, je mange n'importe quoi, je fais pas la cuisine. On m'a offert récemment une poêle et une casserole, mais je sais pas m'en servir. Bon, voilà. Oh, mais elle est bizarre. Ouais. Ben non, je vois même pas l'intérêt de... Et je vois pas pourquoi il y aurait une maturité ou une immaturité. Moi, je pense que j'ai une grande maturité dans la créativité, dans la technique, etc. Mais comment dire, il faut être très fort pour supporter, je dirais, la manière dont on nous parle. Enfin, je dis dont on nous parle, mais dont on parle aux artistes. Oui, les grands enfants, il faut s'en occuper. Alors c'est là, vous allez voir, qu'il y a quelque chose de l'ordre du sexisme qui va s'installer. Parce qu'autrefois, les artistes, ces grands enfants, c'était des hommes. Alors, on a... je voulais vous parler justement ici déjà de Mallarmé, de Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé qui disait que sa femme, Geneviève, non c'est sa fille Geneviève, sa femme je ne me souviens plus de son prénom, s'il y a quelqu'un qui se souvient, en tout cas Madame Mallarmé disait elle-même qu'elle était là pour que son mari puisse s'adosser à elle pendant qu'il regardait au fond du gouffre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez quand même. Lui, pour qu'il puisse prendre le risque, la fameuse ombre de la corne du taureau, pour qu'il puisse prendre le risque de
de regarder au fond, de regarder ses démons, etc., il fallait qu'il y ait cette dame qui cadre un peu le tout, qui donne les ordres aux domestiques, qui s'occupe de le nourrir, etc. C'était son péone. Voilà. C'est son péone à la corrida. Voilà, c'est ça. Alors, le problème, c'est que ça a été une culture et une histoire, et qu'il y a plein de femmes. Alors après, ça se reproduit, même avec des couples de femmes. On a Grace Frick, qui était la compagne de Marguerite Yourcenar, et qui dit « J'ai abandonné ma carrière universitaire pour m'occuper de Marguerite, parce que comme elle est dépressive, elle a besoin de quelqu'un à ses côtés tout le temps. » Voilà. Donc vous avez une vision de l'artiste comme quelqu'un de très très malade, qu'il faut absolument pouvoir seconder, parce que pour qu'il puisse affronter ses démons, il faut qu'on l'aide. C'est complètement vrai. Le problème, c'est que la personne qui va se sacrifier, entre guillemets, pour l'autre, c'est une personne qui n'a pas eu soit le courage, soit l'envie, soit le désir de travailler elle-même à sa créativité, et qui a peut-être, moi je suis jamais péremptoire, hein, mais qui a peut-être trouvé meilleur de, par procuration, œuvrer à quelque chose. Je dirais par procuration, voilà, tout en connaissant les dangers, mais tout en s'adonnant à l'autre. Moi, je sais que j'ai eu cette chance, pendant 30 ans, d'avoir à mes côtés quelqu'un qui m'a aidé à créer, qui m'a connue à 18 ans en train de faire des poèmes à l'école de kiné, qui m'a dit « Dis donc, c'est vachement bien ce que tu fais. » Voilà. Et qui m'a aidé, qui a bossé pour moi. Je pourrais presque dire qui a bossé pour moi. Et ça, c'est des choses... Sauf que nous, on s'est bien entendus, et que j'ai jamais eu l'impression que François s'était sacrifié, et que lui n'a jamais eu cette impression. Et que de temps en temps, ça lui pétait, il écrivait un petit bouquin pour la jeunesse. Ça lui faisait plaisir. Je faisais la tête. Je me disais, attends, il ne va pas se prendre pour un écrivain quand même. Et il y avait quelque chose comme ça, et je sentais que des couples de créateurs, c'est pas possible. Vous savez, ça donne Zelda et Scott Fitzgerald, ça donne, ça donne Camille et Rodin, ça donne... voilà. On a besoin, dans des couples... Alors moi, j'ai jamais été en couple avec quelqu'un qui créait, qui écrivait, qui peignait, qui faisait que ça, mais je ne sais pas si je le supporterais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui chante plus haut que l'autre, qui se sert de l'autre, qui... Voilà. Oui. Et ça, c'est la vraie question, je pense. Oui, complémentarité et non pas compétitivité. Alors, deuxième volet, le psychisme de l'artiste, créateur. Nancy Houston cite Flaubert, un extrait d'une lettre à sa mère où il écrit « L'artiste est une monstruosité, quelque chose hors nature. Il en souffre, mais il fait souffrir. » Qu'on interroge là-dessus les femmes qui ont aimé des poètes. Alors, Régine, un grand artiste n'est-il pas nécessairement un peu égoïste ? Bon, vous voyez, ça, c'est une appréciation morale. Être égoïste, pas être égoïste. Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est représentation culturelle, morale déguisée, toutes ces choses-là. Je crois qu'un être qui s'épanouit, qui s'affirme, un être est un individu. Que nous existons, c'est vrai, par d'autres, grâce à d'autres, mais aussi pour d'autres. Et je ne suis pas d'accord avec une vision moralisante, savoir si on est égoïste ou pas. Moi, j'ai culpabilisé, je peux dire, j'ai culpabilisé d'avoir consacré toute ma vie à la littérature, de jamais avoir regardé quoi que ce soit d'autre. J'ai culpabilisé par rapport à mon mari, par rapport à peut-être ma famille, mais je me suis dit, ça choisit en nous. Les personnes qui font des choses les font parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et que, justement, moi, je m'interroge plutôt sur l'épanouissement. Et je ne crois pas qu'on puisse dire à la fin de sa vie « Ah oui, mais moi, je me suis sacrifiée pour mes enfants, je me suis sacrifiée pour ça. » Il y a des moments où, effectivement, on doit, c'est une question de vie ou de mort. Mais au-delà, il faut se dire c'est peut-être ma forme d'épanouissement. Alors après, donc encore une fois, moi je suis jamais directive. Chaque être s'interprète comme il peut, s'épanouit comme il peut, et on se réinvente à chaque fois. Mais sur l'idée aussi de sacrifier, vous avez tout à l'heure demandé si moi j'avais le sentiment d'avoir sacrifié ma vie. Certes pas, je crois que je ne pourrais pas mieux vivre que ce que je fais. Et au contraire, j'ai le sentiment d'être au plus haut de ce que je peux demander à l'existence. Ça me sauve de tout, etc. Mais à un moment
où j'ai eu le sentiment d'avoir un choix à faire, et je vais vous le dire, jusqu'à environ l'âge de 40 ans, je jouais de la guitare, je peignais, je faisais des expos de peinture, il y en a parmi vous qui ont de mes œuvres, qui ont acheté mes œuvres, etc. Jusqu'à environ 40 ans, j'ai fait ça en plus de l'écriture. C'est-à-dire que je m'éclatais dans tous les domaines de la créativité. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me dire, mais j'arrive pas à résoudre les problèmes techniques que me pose le roman que je suis en train d'écrire. Je ne sais plus quel roman c'était. Et je me suis dit, mais attends, tu t'éparpilles là. On peint, on fait des tâches, on joue de la guitare, on prend des cours, on fait des... Et je me suis dit, non, je veux écrire parce que, de toute façon, ma manière de me réaliser, je savais que c'était l'écriture. Même si, pour moi, bon, certes, il y a 9 muses, mais c'est faux. Ça, c'est des... tout à l'heure, vous avez dit, voilà, les 9 arts, etc. Mais déjà, dans tous ces arts que vous avez cités, le langage est au centre. Il y a plein même dans la danse, un jour, je disais ça, c'était Michel Tournier. Je discutais avec Michel Tournier et il me disait, mais le langage est partout, la littérature est partout. Et il me disait, même dans un ballet, il y a un argument. Voilà. C'est vrai. Donc, nous sommes des êtres de langage. Quoi que nous fassions, il y a ça. Voilà. Mais je sais qu'à un moment de ma vie, je me suis dit, tu balances tout ce qui est la peinture, les tâches, tout ce que je faisais. Tu balances, tu vires les guitares, tu arrêtes avec ça. Et là, j'ai réinvesti toute mon énergie, ou disons, notre énergie, elle est limitée. Hein. On ne peut pas faire tout le temps. Voilà. J'ai tout réinvesti dans la littérature. Et franchement, je ne le regrette pas parce que les livres que j'ai commencé à écrire à cette époque-là, d'ailleurs, ça correspond à ma période Actes Sud, c'est vraiment... Là, je me dis, là, je commence... c'est pas la terre promise, hein, je m'en fiche de ça. Parce que, vous voyez, je n'ai pas ce discours-là. Mais là, je commence à me sentir bien dans mon écriture. À partir de, il n'y a même pas 10 ans. Voilà, on peut dire ça. Très bien. Nancy Houston écrit « Je suis par l'écriture capable de me remettre au monde à travers l'art, donnant naissance à moi-même, me débarrassant de tous les déterminismes hérités de mes géniteurs. » Cela m'a rappelé cette phrase de Marguerite Yourcenar, extraite, je crois, des Mémoires d'Adrien. « Le véritable lieu de naissance, dit-elle, est celui où l'on a porté, pour la première fois, un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été des livres. » Alors l'écriture est-elle un moyen de renaître au monde? De naître au monde. Moi, j'ai fait 14 ans de psychanalyse. J'ai commencé quand j'avais 23 ans. Quand j'en suis sortie, je me suis dit, je suis écrivain. J'en suis sortie romancière. Je ne sais pas si ça a traité quelque chose de mes angoisses, je ne crois pas. Mais en revanche, ça m'a autorisée à créer et à, je pourrais dire, à être au monde. Voilà. Alors, être au monde, ça veut dire être capable de regarder le monde, de regarder dehors. On est toujours fourré dans sa peau, de toute façon, et on ne regardera jamais le monde depuis le point de vue de Sirius. Mais justement, je crois qu'avec ces interprétations multiples que nous permet la littérature, on peut essayer d'avoir d'autres regards. Et on peut essayer d'être autre, de s'agrandir, d'être polyscope, de regarder d'un peu partout. Je voudrais reprendre à propos justement de ce que dit Nancy Houston. J'en ai parlé un petit peu, mais je me suis arrêtée tout à l'heure parce que je me suis dit j'en parlerai plus longuement. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'espèce fabulatrice ». Et elle dit extrêmement justement que chacun de nous invente la vie, invente sans cesse notre représentation du monde, invente le monde. Et elle dit notre prénom, c'est une histoire, notre nation, c'est une histoire, notre religion, c'est une histoire, tout est une histoire. Tout ce que nous racontons sur nous, sur le monde, tout ce que nous voyons, c'est toujours une histoire. Et c'est en faisant évoluer le récit et l'histoire, c'est-à-dire en écrivant, qu'on fait évoluer le monde. Et ça, vous voyez, je suis obligée de le dire et de le répéter sans cesse. Et je crois, je vais le dire pour chacun de vous, je pense, j'allais dire pour les médecins qui sont dans la salle, mais non, chacun de nous est important et intéressé par ça. Quand j'étais kiné, élève kiné, que j'avais 18 ans, je fais ça, j'ai pas grandi, mais depuis que j'étais élève kiné à 18 ans, j'ai commencé, il y en a qui apprécieront,
chez Pesé-Hamelin, puis Dauverchin. C'était à Saint-Charles. C'était des mouroirs, des pourrissoirs, des lieux terribles. C'était dans les tout débuts des années 80. Et dans ces yeux-là, j'allais dire, oui, voilà. Au travers de ce regard-là sur les êtres, j'ai pas pu vivre, j'ai étouffé. Et donc j'ai dû inventer d'autres yeux pour regarder ce monde et ces êtres-là. Et à cette époque-là, les psys nous disaient « Oh là là, il n'y a plus de logos ». Alors, il n'y avait pas de malade d'Alzheimer à l'époque, il y avait de la démence, il y avait des choses. Et on nous disait « Mais il n'y a plus de logos, massez-leur les pieds », on nous disait. Que M. Touchon ne se précipite pas sur moi, il y avait plein d'autres gens voilà, qui disaient ça. « Massez-leur les pieds, il n'y a plus de logos, laissez tomber ». Voilà. Et puis, 35 ans plus tard, 40 ans plus tard presque, la neuroplasticité est arrivée. Ah oui, parce que nous, on nous disait, vous avez un pack de neurones à la naissance. Et puis alors, vous savez, c'est plus la peine d'essayer d'apprendre l'anglais à 50 ans. Et même Freud disait, à partir de 50 ans, c'est plus la peine de faire une psychanalyse. On n'a plus les mécanismes qui nous permettent de rendre ça utile, etc. Freud a bien montré qu'il a écrit jusqu'à 82 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça veut dire que tout ça, c'est du récit. Et moi, je dis, c'est ce récit qu'il faut faire bouger, et c'est ce récit qu'il faut faire avancer avec la littérature, avec l'idée, et dire à tout le monde, même votre médecin, il vous raconte une histoire. Et même votre médecin, ce qu'il a étudié, ce sont des histoires, etc. etc. Et c'est ça l'espèce fabulatrice. Tout est quelque chose de l'ordre de la fabulation. Pas de l'affabulation, mais de la fabulation. C'est pour ça que je vous parlais en tout début, tout à l'heure, de mon intervention, de la médecine narrative. Nous racontons quelque chose. Le patient, il ressent des choses en fonction de ce qu'on lui raconte. Il y a tout ça. Et le patient, du coup, il ne doit pas être quelqu'un de livré comme ça en pâture au discours de l'autre. C'est quelqu'un qui doit sans cesse faire bouger en soi le langage, les métaphores, pour être justement prêt à cette intrusion du réel. Ce réel dont disait Lacan, ce réel qu'on ne rencontre jamais. On n'est que dans l'imaginaire et dans le symbolique. Le réel, on ne le rencontre pas. Et quand on le rencontre, j'allais presque dire, c'est trop tard. Voilà. Donc, nous, notre mission, de vous tous qui êtes là, nous, les médecins, les écrivains, les artistes, c'est justement de rejouer cette espèce fabulatrice et de se dire que c'est ça qu'on invente sans cesse. On le sait bien qu'on s'invente sans cesse, puisqu'on en sort des coups durs. Si on est vivant là aujourd'hui, c'est qu'on s'est relevé de bien des gamelles. Et c'est avec du nouveau récit. Voilà. Donc, l'histoire de « on se sacrifie pour quelqu'un et tout », c'est pauvre, ça. Moi, je crois que c'est autre chose. C'est bien autre chose qui se passe. Tout à fait. Alors, pour quitter le psychisme, allons regagner un tout petit peu le physique. Y a-t-il un ressenti physique, hein, pour vous, un besoin de marcher? Je lis beaucoup d'écrivains qui disent que s'il ne pouvait pas marcher, il ne pourrait pas écrire. Flaubert avait son gueuloir et il se promenait en gueulant ses textes pour entendre la sonorité de ses phrases. Alors, est-ce que vous avez ce besoin physique dans l'écriture? Bien sûr. Il y a un livre d'un homme qui s'appelait André Spire. Son livre s'appelle « Plaisir poétique et plaisir musculaire ». Et par exemple, il cite Rimbaud. J'irai par les chemins, etc. La marche, par exemple, pour les écrivains, Giono, tout le monde marche. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on soit obligé de le dire, comme si c'était une mode. Mais bon, vous croyez qu'on écrit avec 3 doigts? On n'écrit pas avec 3 doigts, on écrit avec tout le corps, on écrit avec sa psyché, on écrit avec tout. Seulement, à une époque, ça ne se faisait pas ou ça ne se disait pas. Mais évidemment que c'est toujours... Et c'est ça, moi, c'est ce que je vais vous dire. Il faut tout simplement, de nouveau, réinventer cette histoire. Aucun écrivain n'écrit assis le cul sur une chaise. Et de même qu'aucun élève à l'école ne devrait être scotché à sa chaise, parce que la compréhension, ça passe par les articulations, ça passe par les muscles, ça passe par le mouvement, ça passe par l'oxygénation du cerveau tout connement. Voilà. Il y a plein de choses. Et moi, je me dis déjà, il faudrait déplisser un peu toutes ces représentations culturelles, encore une fois, tellement pauvres, qu'on est obligé de dire, bah oui, j'écris de tout mon corps, comme si c'était étonnant. Voilà. Ouais. Comme si, alors on ne demande pas au peintre s'il peint de tout son corps, parce que c'est normal, il est debout. Voilà. Ouais. Et l'écrivain, mais moi j'écris debout. Quand j'anime, il y a des fois des ateliers d'écriture pour des danseurs que j'ai animés, et justement la trace qu'on laissait, c'est une trace sur les murs, sur le sol, mais la trace on la met dans l'air, elle est partout. Et vous savez, toutes ces choses contre lesquelles on se bat, le sexisme, le jeunisme, l'homophobie, toutes ces choses-là, mais c'est parce que c'est écrit.
Et on n'a pas de plus, il n'y a pas de pire ennemi pour nous que les livres, parce qu'il y a des choses qui sont là-dedans et qui sont immuables et que les gens vont répéter et ressasser parce qu'ils vont à l'école et qu'ils croient que c'est ça la culture. Mais non. Et c'est pour ça que la créativité, c'est aussi une autre manière de lire et d'aborder le matériau, le résidu, j'allais dire. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas le résidu, c'est pas l'énoncé, c'est l'énonciation. C'est la manière dont on va se positionner, se présenter dans le monde, et en essayant de ne pas se surcharger de toutes ces choses qui nous étouffent. Moi, quand j'étais ado et qu'on m'a fait lire Balzac et Zola, etc., mais j'étouffais. Comment je pouvais m'identifier ? Je savais déjà que je ne voulais pas d'enfant, je ne voulais pas de famille, je voulais être seule, je voulais être libre. Mais je ne pouvais pas m'identifier à la femme de 30 ans ou à je ne sais pas quoi. C'est seulement très tard que j'ai entendu esthétiquement cette phrase et cette vision du monde. Mais quand on est petit ou quand on a mal, ce n'est pas la vision esthétique qu'on met en avant tout de suite. On a besoin de quelque chose. Et quand ce besoin, c'est que des stéréotypes, et sexistes, et jeunistes, et vas-y, et à la mode, et ça tue les gens. Ça tue les sujets âgés, par exemple. Quand je réfléchis à la littérature sur le vieillissement, c'est quoi ? C'est des trucs de Chateaubriand, d'Aristote, qui reprennent. Mais regardez comment vivent vraiment les gens. Et comment ils ne vous disent pas qu'ils vivent, surtout. Voilà. Parce que ça, il faut aller le voir, il faut aller le chercher, il faut aller l'inventer. Et on le sait qu'on s'invente. On sait, moi j'ai dû lutter contre la douleur physique et inventer une autre Régine, et inventer une autre écriture, et inventer une écriture qu'on écrit sans s'asseoir. Parce qu'il y a des fois, je ne peux pas m'asseoir. Ben voilà. Alors comment on fait pour écrire sans s'asseoir ? Alors bien sûr, j'en ai fait une tragédie. Et puis après, je me suis dit, attends, mais démerde-toi, invente-toi. Et c'est ça. Et les livres, ils sont nourris de cette réinvention de soi à chaque instant. Mais j'ai été une petite dame trop gâtée pendant trop d'années. Et je crois que l'art, c'est aussi se démerder de tout soi et arrêter de poser sur le monde un regard, voilà, le tout petit regard que j'avais avant, que j'avais autrefois. De nouveaux livres pour chasser les écrits poussiéreux. Autre volet, le transfert dans l'œuvre. Nancy Houston écrit « Sand et Musset écrivent tous deux directement à partir de leurs expériences passionnelles. Et ils préfèrent la souffrance au bonheur, parce qu'elle est génératrice de littérature. » Autre extrait, « Changer en joie présente les douleurs passées est sans doute une des meilleures définitions qu'on puisse donner de l'activité littéraire en tant que telle. » Troisième, « Transférer son existence dans la création. À la recherche du temps perdu est un livre de chair, C-H-A-I-R. Proust a peint, pourrait-on dire, le portrait ovale de lui-même. De même que dans le portrait ovale d'Edgar Edgar Poe, père version moderne du mythe de Pygmalion, la femme peinte finit par être plus vivante que l'épouse modèle du peintre devenu exsangue. Et bien de même, Nicole, héroïne de Tendre et la nuit de Scott Fitzgerald, apparaît à Zelda comme un personnage plus convaincant, plus vivant qu'elle, le modèle. C'est Zelda, femme et modèle vivante de l'auteur, qui sombre lentement dans les réalités. La création se nourrit-elle de tout, Régine de Tombelle ? Oui, bien sûr. Quand j'ai écrit un ouvrage sur Strindberg, August Strindberg, le dramaturge, un texte qui s'appelle 3 ex, j'ai raconté comment justement ces trois femmes, donc ces 3 ex en plus, ces 3 ex-épouses, ont dit qu'ils les avaient dévorées. Ils avaient, notamment la première femme, Siri von Essen, la première femme de Strindberg, a vu publier dans les romans de Strindberg sa vie sexuelle, ses maladies gynécologiques, et il l'a bouffé, il l'a disséqué comme un lapin, voilà. Mais chacun de nous utilise, parce que pour vivre, on vit avec, on découpe l'autre, on mange l'autre. C'est une façon. Nous ne vivons pas autrement. Alors bon, après, moi, je ne suis pas psychanalyste, mais bon, les psychanalystes dans la salle le savent bien. Mais ce que je voudrais dire, surtout sur est-ce qu'on écrit avec de la douleur ? D'abord, je voudrais dire une chose. Il y a un art-thérapeute, Jean-Pierre Klein, qui est dans la salle et qui interviendra demain. Et je crois que c'est par lui que j'ai connu cette phrase de Braque qui dit que créer, c'est changer la blessure en lumière.
Donc bien sûr, on est toujours en train de se réinventer. Et si on peut créer une œuvre, c'est aussi avec tout de soi. Et on ne trie pas. On ne trie pas. On est chose. Et c'est François Bernard Michel qui m'a enseigné ça il y a quelques mois, quand je lui ai dit, voilà, j'essaye de travailler sur Paul Valéry, une des maîtresses de Paul Valéry. Et il m'a dit, mais je soupçonne Paul Valéry de s'être toujours mis dans des catastrophes amoureuses, parce que justement, plus il avait mal et plus il souffrait de chagrin d'amour, et mieux il créait. Voilà. Donc, après, je ne sais pas si on se met vraiment dans des positions terribles pour pouvoir écrire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bien sûr, on écrit avec tout. On travaille avec tout. À propos de Jean-Pierre Klein qui est dans la salle, je lui poserai une question demain. Y a-t-il eu des tentatives de psychanalyse du rapport auteur-personnage? On en parlera demain. Dernier volet, l'immortalité, cause ou effet de l'art. Voici ce qu'écrit Nancy Houston. Les œuvres d'art perpétuent le nom, voire quelque chose de l'auteur. Les livres, comme les enfants, sont effectivement une manière d'existence posthume. Et la littérature ressemble à l'enfantement, plus encore que la peinture ou la musique, parce qu'elle fait justement vivre des êtres humains avec une certaine immortalité. Plus loin, on peut lire cet échange entre Sartre et Beauvoir, qui, tous deux affranchis du christianisme et de sa promesse d'éternité, tiennent ces propos. Elle. Je pensais à présent que la littérature me permettrait de réaliser ce même vœu. Elle m'apporterait une immortalité qui compenserait l'éternité promise perdue. Lui de répondre, l'immortalité terrestre de l'homme de plume s'offre comme substitut de la vie éternelle. Enfin, Nancy Houston met face à face les auteurs et leurs héros. Elle dit « La réciprocité, pour asymétrique qu'elle soit, n'en est pas moins saisissante. Fitzgerald et Gatsby, Tolstoï et Anna Karénine, Rabelais et Gargantua, Alexandre Dumas et D'Artagnan, ils se font mutuellement cadeau de la vie éternelle. » Et je voudrais citer maintenant Alexandre Dumas, qui disait « Avec mes livres, je mourrai moins, me semble-t-il. La tombe me prendrait mort, mais mes livres me garderaient vivant. Dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, quand tout aura changé. Avec un de mes volumes qui aura survécu peut-être, j'y survivrai moi-même. » Est-ce qu'on y pense, Régine, à cette immortalité quand on écrit ? Oui, alors je vais vous dire, mais juste il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Balzac, sur son lit de mort, il demandait à ce qu'on fasse appeler le docteur Bianchon, qui était un de ses personnages. Ouais, donc ça se... Et puis Nancy Houston, ailleurs, dit cette phrase que j'adore: quelle est la différence de statut entre votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, Jeanne d'Arc, et Robinson Crusoe? Quelle est réellement pour nous la différence de statut? Il semblerait qu'il n'y en ait pas entre quelqu'un de notre famille, mais qu'on n'a pas connu et qui est dans l'ombre des siècles, un personnage historique dont on sait qu'il a existé, mais auquel on n'a accès que par les livres et par des récits, et puis Robinson Crusoe qui est un roman. Parce que, encore une fois, tout n'est que récit dans ce que nous vivons, dans notre vie. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr. Alors, il y a une chose que j'ai notée pendant que vous parliez. Alors, sur l'immortalité, je vais vous répondre une chose. Je crois que Freud l'a dit, on ne pourrait pas vivre si on ne se croyait pas immortel. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, chacun de nous, en tout cas. Mais une chose importante, quand je signe un contrat éditorial, je le signe pour jusqu'à 75 ans après ma mort. C'est-à-dire que pendant 75 ans après ma mort, les droits, les nombreux droits, sur les ventes de mes livres reviendront à mes héritiers que je n'ai pas du reste. Donc déjà, ça ne m'intéresse pas des masses. En revanche, je trouve que c'est un danger phénoménal et je vais vous expliquer pourquoi. Les éditeurs, s'ils doivent publier aujourd'hui des œuvres de quelqu'un qui est mort dans les années 60, par exemple, doivent payer des droits aux ayants droit de ces écrivains. Et comme il faut payer des droits, eh ben, on publie pas volontiers. Donc on a des quantités de collections à petit prix
qui sont dans le domaine public. Et on rebalance Victor Hugo et machin, et depuis des siècles, si j'ose dire, constamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2018, nous vivons sur une pensée qui a 75 ans de retard. Et aussi, à l'époque, il y avait très peu de femmes qui écrivaient. Ça veut dire même chose. Il n'y a presque pas de femmes encore aujourd'hui, parce que l'édition papier doit être à petit prix, comme on n'a pas envie de rémunérer les ayants droit. Par exemple, Colette, il y a très peu de choses encore. Vous allez voir le déferlement en 2024. Il n'y aura que du Colette. 75 ans après sa mort, on va parler que de Colette. Ça fait un moment qu'on devrait en parler tout le temps. Hein? Ce sera fini, j'allais presque dire. Donc on a déjà 75 ans de retard sur la pensée. Ça fait une pensée, une morale qui n'avance pas. Ça fait une pensée sexiste, déjà. Voilà. Donc moi, ce que j'ai à dire sur l'immortalité, c'est ça. Désolée, c'est pas drôle, mais... Merci.